Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec Juliette, que je vais laisser se présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Juliette Carvenis. Moi, je suis chef du service culture et mieux-être au siège de la PHP. Mon service s'occupe à coordonner une politique culturelle générale à la PHP, à mettre en place des partenariats avec des musées, des institutions culturelles, des associations pour développer une action culturelle pour les patients, les professionnels et leurs proches. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On va donc dans cette grosse demi-heure, puisqu'ensuite on vous laissera un petit temps pour poser des questions, aborder les points suivants. Donc d'abord les enjeux, pourquoi proposer des actions culturelles à l'hôpital de manière générale et plus spécifiquement des ateliers d'écriture créative, qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Ensuite, on abordera les spécificités propres à ce contexte d'intervention, puis les impacts observés, et puis peut-être avant les impacts observés, les impacts voulus. Et enfin, vous pourrez donc poser vos questions sur le chat. Donc d'abord, les enjeux. On voulait te demander, Juliette, la place des activités culturelles dans l'environnement hospitalier, donc activités culturelles au sens large, et comment elles sont pensées et organisées. Alors déjà, à la PHP, c'est un environnement hospitalier très large parce qu'on est en tout 38 hôpitaux qui sont principalement en Île-de-France et quelques-uns en région. Et ces 38 hôpitaux sont répartis en 6 groupes hospitalo-universitaires. On a beaucoup d'actions culturelles qui sont réalisées grâce aux partenariats que l'on monte nous au niveau du service, mais aussi aux différentes directions culturelles de chacun des groupes. Des professionnels, d'associations qui interviennent aussi à l'hôpital. Et puis le centre intermédiathèque qui est un réseau de médiathèques qui sont dans 16 hôpitaux de la PHP, qui sont aussi comment dire, qui promeuvent énormément l'action culturelle évidemment à l'hôpital et notamment par le livre. Et on développe des actions très différentes, que ce soit collectives, au chevet, des événements, des spectacles, des concerts pour tous les patients de tous les âges et pour mais aussi pour les professionnels. Et on développe parmi toutes ces actions-là aussi des actions avec vous et des ateliers d'écriture. Ok, du coup, ton rôle à toi, enfin à toi, à la direction plus centrale, il y a des projets qui sont menés parfois sur plusieurs hôpitaux. Enfin, comment ça se coordonne et puis qui après peut prendre l'initiative? Est-ce que ça peut être plutôt vous, plutôt au niveau des hôpitaux et comment ça se décide? En fait, nous, on est avec donc dans notre service, on va un peu concevoir les objectifs, cibler des publics avec des partenaires extérieurs et ensuite les proposer aux hôpitaux. Et en fait, on a vraiment ce rôle de passerelle entre le monde de la culture et le monde de la santé, à proposer ensuite à nos référents culturels qui sont très nombreux au sein des hôpitaux. On a à la fois des personnes dont c'est le métier, des chargés d'action culturelle, des responsables d'animation, les différentes directions culture dont je parlais tout à l'heure qui vont porter les projets au sein des hôpitaux. Les médiathèques aussi portent ces projets. Et puis, parmi notre réseau, on a aussi beaucoup des cadres de santé, des enseignants, des éducateurs spécialisés, des psychologues, enfin, tous les professionnels de santé qui ont envie de prendre en main ces projets et de les porter au sein des hôpitaux. Et nous, en fait, on va être la passerelle et les coordinatrices et les facilitatrices entre vous, nos partenaires ou associations ou structures qui souhaitent mettre en place des projets et les services de soins et les professionnels qui les portent ensuite au sein de leur service et pour les patients. Ok, merci. Et donc tu disais qu'il y avait des activités culturelles assez variées, tu as cité des concerts, des expositions, etc. Et si on en vient au sujet qui nous intéresse un peu plus particulièrement au Labo des Histoires, les ateliers d'écriture, qu'est-ce qu'ils ont comme place, quelque chose qui les différencie de ces autres activités?
Alors, les ateliers d'écriture, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, vous intervenez déjà depuis plusieurs années, vous, le Labo des Histoires. On a aussi d'autres associations qui peuvent être travailler sur ces sujets-là. On travaille aussi avec le Centre national du livre. Et c'est vrai que ça a une place particulière parce que l'hôpital, c'est un espace où on peut être confronté à l'isolement, à une estime de soi qui est assez fragilisée. Et les ateliers d'écriture particulièrement, ça peut être une respiration où on va donner la place à l'imagination, à l'écriture, inventer, jouer, parce que ça passe aussi beaucoup par le jeu, surtout quand c'est en collectif. Ça permet de prendre la main sur son propre récit, d'avoir un lieu d'expression qui est complètement hors du cadre du soin et qui valorise aussi la personne, en tant que citoyen, et non pas seulement en tant que patient. Donc en ça, l'atelier d'écriture, c'est un vrai rôle au sein de l'hôpital. Ok, merci. Et pour les soignants, est-ce que ça apporte quelque chose? Pour les soignants, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, alors ça dépend tout à fait des services, parce qu'on a plein de façons différentes de voir les choses, mais beaucoup de soignants aussi voient les ateliers d'écriture comme une nouvelle façon de porter un regard aussi sur leurs patients. C'est-à-dire que par l'écriture, par ces ateliers justement d'expression collective ou personnelle, on a des soignants qui vont nous dire on a redécouvert complètement notre patient, ou on a découvert justement une partie, où ça va nous aider ensuite à comprendre certaines choses dans des ateliers, là pour le coup thérapeutiques. Mais ça, donc, parce que, petite précision, nous on ne fait pas du tout de thérapeutique, hein. Ces ateliers-là sont vraiment conçus comme des actions culturelles hors du cadre du soin en tant que tel. Mais malgré tout, il y a toujours un petit lien parce que les équipes soignantes qui vont participer vont prendre des notes, vont observer aussi leurs patients, et ça va apporter des éléments pour la suite de la prise en charge et du suivi du patient. Okay. Alors, on a brossé le cadre un peu général et on l'imagine assez spontanément. Il doit y avoir des spécificités dans le fait d'animer un atelier d'écriture à l'hôpital plutôt que dans une école ou dans une bibliothèque. Et j'aimerais là qu'on rentre un peu dans le concret et que tu puisses nous dire comment ça se passe, voilà, vraiment très opérationnellement, un atelier à l'hôpital, comment on est installé, est-ce qu'il y a des bruits spécifiques, est-ce qu'il y a des personnes qui passent parfois et qui sont aussi dans d'autres types de contraintes. Voilà, et comment ça se passe très concrètement? Alors, donc, pardon. Les ateliers d'écriture du Labo des Histoires donc, s'adressent principalement aux jeunes, hein, à la pédiatrie et aux adolescents. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, c'est de la pédiatrie, c'est de l'ado, et donc on va avoir un modèle assez égal partout. Et en réalité, chaque service de pédiatrie, chaque hôpital, chaque service ado va avoir un fonctionnement assez différent. Donc, il n'y a pas un service qui se ressemble, et donc il n'y a pas un atelier qui va se ressembler non plus. On a à la fois des établissements où on va avoir besoin de chevet, beaucoup, parce que l'action collective n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, l'intervenant va aller dans la chambre du patient, ça va être des activités beaucoup plus courtes. C'est un tête-à-tête aussi, donc ça révèle aussi beaucoup plus de l'intime. Il peut y avoir la famille éventuellement dans la chambre, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis après, il y a les ateliers collectifs où les ateliers collectifs, ça peut être à la fois des espaces, comment dire, dans certains services, les ateliers sont intégrés dans le planning, on va dire, du patient. Et donc, ça va être un espace pas obligatoire, mais qui va faire partie du parcours du patient. Et donc, les patients vont venir, mais il y a aussi beaucoup d'allées tout de même, parce que on peut avoir un soin qui va être réalisé à ce moment-là, parce qu'il y a des soignants qui sont appelés. Donc, il y a énormément d'allers-retours quand même pendant les ateliers. On a beaucoup on a beaucoup de mouvements, on va dire, que ce soit de la part des soignants, des professionnels ou de la part des patients. Et puis, dans les spécificités, tu disais les conditions de réalisation. Là, je vois le pied de perf
qui est à côté des enfants qui sont assis. Voilà, il faut se dire qu'on est dans un environnement hospitalier, donc potentiellement des bips de machines, des perfusions tout autour. Il peut y avoir des moments aussi de fatigue de la part des patients et donc une envie de quitter l'atelier en plein milieu. Donc c'est vraiment des spécificités assez plurielles, mais qui engagent aussi beaucoup d'adaptation et de la part des intervenants. Oui, et par rapport à la constitution des groupes, il y a aussi cet enjeu, si je dis pas de bêtises, de pas forcément savoir à l'avance qui seront les participants et peut-être qu'ils changent aussi d'une fois sur l'autre. Complètement. Oui, dans les services en particulier en pédiatrie et en ado, quand même la règle, surtout en particulier dans ces services, c'est d'essayer d'avoir des temps d'hospitalisation les plus courtes possibles, même s'il y a aussi de l'hôpital de jour, donc vous avez des patients qui reviennent régulièrement à l'hôpital. Mais c'est vrai que les patients vont pas forcément être les mêmes d'un temps sur l'autre sur un cycle d'atelier. Donc il y a cette condition-là à prendre en compte quand on intervient à l'hôpital, c'est de se dire que sur un même thème ou sur un même cycle, on va pas forcément retrouver les mêmes participants à chaque fois. Ouais, j'allais venir justement au profil d'intervenants et au choix des thématiques. Est-ce qu'il y a des choses qui sont très spécifiques à l'hôpital? Donc, tu nous as donné tout le contexte concret. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la manière de se comporter, la manière de préparer ces ateliers et puis la manière d'être et de travailler en tant qu'intervenant ou intervenante? Sur le choix des thématiques, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a le choix des thématiques, c'est vrai, il y a le choix de l'intervenant. Déjà, on a remarqué que des intervenants qui sont venus une fois dans un service, auprès de soignants, sont souvent rappelés. Donc, on a déjà une espèce de régularité qui se crée comme ça avec l'intervenant et qui va proposer les thématiques, pardon. Ce qui est intéressant avec le Labo des Histoires, c'est que vous avez un certain nombre d'actions proposées très diverses qui peuvent être à la fois un atelier d'écriture très classique voilà, autour du théâtre, de la poésie, mais on a aussi beaucoup de choses qui peuvent s'adapter aux, aux envies peut-être des jeunes, comme les mangas, le slam, la chanson aussi, et qui sont des approches qui sont un peu qui sont très diverses et qui permettent d'avoir pour les soignants des propositions qui s'adaptent le mieux aux patients. Et ça, c'est hyper important. Et tu dis soignant, mais du coup, je rappelle qu'il y a aussi parfois d'autres personnes qui encadrent les ateliers. Tu as parlé des bibliothécaires et puis peut-être d'écoles à l'hôpital aussi. Qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des interdits et comment on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis? Est-ce qu'il y a des échanges en amont entre les équipes et les intervenants, intervenantes et nous? En fait, à chaque fois, surtout quand on présente un nouveau cycle d'atelier ou quand on introduit un nouveau service, on organise une rencontre entre vous, le Labo des Histoires, et les personnes référentes. Donc, comme tu disais, ça peut être à la fois des médiathécaires, ça peut être des soignants, ça peut être des professionnels de l'hôpital, pour définir un petit peu, présenter le service, définir ses spécificités, et puis éventuellement des sujets ou des thèmes qu'on ne souhaite pas voir abordés ou qu'on souhaite au contraire des sujets qui vont rentrer dans une thématique qui a été définie par le service. Donc ça, c'est défini en amont. Et pour vous, ça vous permet à la fois peut-être de proposer des intervenants qui répondent à ces besoins ou aux intervenants de dire, bon, bah, d'accord, je vais travailler sur un sujet qui correspond à vos attentes. Est-ce que tu as des exemples d'ateliers qui t'ont marqué ou des anecdotes à nous raconter pour qu'on se rende mieux compte de ce que ça peut représenter? Alors moi j'en ai un des premiers ateliers auxquels j'ai assisté, c'était à l'hôpital Trousseau avec Gary Ghislain qui intervenait sur un atelier autour de l'écriture d'une science-fiction.
Et c'était dans un service de médecine adolescente d'hôpital de jour. Donc les ados venaient de leur plein gré, ils n'étaient pas hospitalisés, donc du coup ils venaient spécifiquement ce jour-là aussi pour assister à l'atelier. Et donc les patients sont venus le premier jour un peu curieux, mais sans vraiment savoir à quoi ils s'attendaient. Et moi, ça m'avait marqué parce que Gary, il a une énergie qui est très communicative. Et il a embarqué tout le monde. En fait, c'était une écriture collective. Donc, lui posait les bases, les cadres du récit. Et collectivement, on définissait un personnage, le cadre de l'histoire, où il allait aller, quel était son ennemi, etc., etc. Et en fait, c'était très intéressant de voir chacun sortir de sa coquille petit à petit, puisqu'il y a ça, hein, on se désinhibe de sa timidité pour partager et pour participer. Et il y avait à la fois les patients, mais aussi les professionnels et les soignants qui étaient à l'atelier qui participaient. Et ça, pour le coup, ça a été un cycle sur plusieurs séances et j'avais assisté à toutes les séances et on voyait un peu le petit groupe qui s'était formé. Et il y avait vraiment, il y a quelque chose qui s'est créé dans l'atelier qui était hyper intéressant. Et ensuite, on a eu le récit en plus, donc il y avait un texte qui permettait de se souvenir un petit peu de ce moment et la fierté d'avoir participé à la création d'une histoire qui était très intéressante. Et si je peux me permettre d'ajouter un autre exemple, pour aussi revenir sur ce que tu disais sur le fait que la plupart du temps, c'était des ateliers qui devaient un peu se suffire à eux-mêmes puisque les groupes étaient très différents d'une fois sur l'autre. Donc là, l'exemple que tu nous as donné, c'est un cas où on a eu la chance de pouvoir faire un cycle un peu plus long, mais sur des ateliers uniques, entre guillemets, il y a aussi souvent des choses assez joyeuses et intenses qui se passent. Moi, j'ai un exemple, enfin un souvenir à Bicêtre, donc au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne, à un atelier en pédiatrie où les enfants avaient créé une chanson collective en 1h15-20, ce qui paraît ambitieux, mais ce qui se fait en fait pas si difficilement quand l'intervenant ou l'intervenante cadre bien et voilà, arrive à bien poser les bases. Et la disposition du service fait que juste à côté de la pièce, qui est, je pense, la pièce dévolue à l'école à l'hôpital, où se mènent les ateliers, il y a une autre pièce où il y a pas mal de passages avec des parents et des enfants. Et en tout cas, moi, plusieurs fois, à la fin de ces ateliers, les créateurs de 7h30 ont eu la chance de pouvoir la chanter en direct à des personnes qui étaient juste dans la pièce d'à côté. Et je trouvais que sur 1h30, ça donnait quelque chose de complet et qui permettait à cet atelier d'avoir un début, une fin et une fin assez valorisante. Je me suis permis de rajouter ça. On va passer ensuite aux impacts, puisque tu le disais un peu en introduction, quand on propose des ateliers d'écriture et qu'on décide d'en programmer, évidemment, on a des objectifs en tête, sinon on ne le ferait pas. Du coup, pour vous, est-ce qu'il y a des effets qui sont observables sur des patients et ou sur des soignants, d'ailleurs? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille, c'est le cas pour tous nos projets, en étant en plus en pilote, on a toujours besoin d'avoir des retours parce qu'on ne peut pas assister à toutes les actions qui sont menées. Donc on demande toujours un retour auprès de nos référents culturels dans les hôpitaux sur le nombre de participants et puis sur ce qu'ils en ont pensé, les réactions, éventuellement des verbatims qu'ils ont pu avoir. Et donc ça, c'est un précieux parce que nous, ça nous permet aussi à vous de rectifier le tir quand il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées, de voir ce qui pourrait être proposé aussi pour l'avenir s'il y a des suggestions. Et c'est vrai que dans ces nombreux retours d'évaluation qu'on a eu, tu disais, ça fait 10 ans que vous intervenez, on peut voir que les ateliers d'écriture, déjà, ça permet un apport de créativité, de plaisir au sein de l'hôpital, qui est un espace, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où on découvre l'écriture autrement aussi, sans le côté très scolaire que ça peut amener parfois, surtout auprès des jeunes. L'écriture, c'est quelque chose qu'on va faire dans le cadre de l'école, apprendre à écrire, faire des dissertations, rédiger, etc. Et là, on l'aborde d'une autre manière, via le jeu,
via le son, via la musique, et ça c'est hyper important et valorisé. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, évidemment, ça implique énormément la confiance et l'estime de soi, parce que lire son texte à voix haute, oser le partager avec les autres, c'est souvent une petite victoire quand même chez beaucoup de patients. Et même quand on n'est pas patient, d'ailleurs, hein, c'est pas évident de passer ce cap. Ça apporte aussi, enfin, ça permet un espace d'expression émotionnelle qui est un peu différent aussi de celui qu'on peut avoir dans d'autres cadres, surtout au niveau de à l'hôpital. Et donc, ces ateliers d'écriture et cette écriture, elle peut être saisie par les patients pour parler de sujets sensibles ou douloureux qu'ils n'auraient pas osé aborder autrement. Et c'est là aussi où les soignants vont prendre le relais sur certains sujets s'ils voient qu'il y a des éléments qui peuvent être consistants pour eux pour poursuivre ensuite dans leur suivi thérapeutique. Et puis évidemment, il y a aussi la stimulation cognitive parce que ça permet de mobiliser la concentration, la mémoire, le raisonnement, même avec les slams, les contes. Donc ça, c'est hyper important. Et après, il y a un impact comment dire, durable parce qu'on parlait de répétition, de cycle. Et même si certains patients ne peuvent pas être là à toutes les séances, il y en a certains qui assistent à plusieurs. Et semaine après semaine, ça permet d'installer une régularité qui est appréciée. Ça permet de faire circuler les textes aussi entre les patients, donc d'instaurer un dialogue. Et puis cette régularité-là aussi, elle est hyper importante pour l'équipe soignante, les professionnels, parce que ça permet d'intégrer ce projet au sein du service. Et vous êtes identifié en tant qu'intervenant. Et il y a un cadre qui se crée aussi de confiance qui est hyper important au sein de l'hôpital. Ok. Pardon, mon doigt est allé trop vite. Je voulais aussi te demander si tu avais des exemples en tête de projets qui avaient pu mener à des restitutions. Quand je dis restitution, et pour faire le lien avec ce que tu disais avant, la manière de laisser une trace et d'avoir un impact, évidemment, dépend pas forcément de l'objet qu'on a au bout, puisque un atelier où, entre guillemets, juste on s'est exprimé peut avoir un impact très fort chez une personne. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour s'en rendre mieux compte collectivement, c'est souvent dans les cycles d'ateliers où à la fin, on aboutit à une restitution, quelle qu'elle soit, un livre, une exposition, un film, etc., qu'on se rend mieux compte de cet impact. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des exemples à nous donner. C'est vrai que le sujet de la restitution, c'est important parce que le fait d'avoir un objet fini ou un souvenir, à la fois pour la vie du service, mais aussi individuellement, c'est très valorisant et ça apporte beaucoup. Alors évidemment, il y a un peu le souvenir collectif qui fait que ça reste toujours un petit peu, mais quand il y a un objet, c'est un petit peu mieux. Et moi, il y a un exemple qui me vient en tête qui est assez récent, qui est celui du travail qui a été mené avec le Seuil et qui a donné lieu à un petit récit collectif qui a été publié grâce à vous, qui est la lettre que je n'ai jamais osé écrire. Je crois que le titre officiel de l'ouvrage, c'est « Il faut enfin que je te dise ». Voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent retrouver cet ouvrage, c'est un ouvrage paru au Seuil avec ce titre. Et effectivement, en fait, on a deux services à la PHP qui ont participé, Avicenne et La Pitié, qui ont participé à des ateliers d'écriture, donc de lettres, qu'ils ont rédigées. Pour certaines, ont été publiées donc dans l'ouvrage dont en parlait Elsa. Et on a aussi eu la chance d'avoir un petit recueil réunissant l'ensemble des lettres qui ont été produites par les patients et les professionnels. Il y a aussi des professionnels qui ont participé à la PHP. Et ce petit recueil, notamment à Avicenne, il y a eu un temps de restitution très fort et très émouvant avec Béatrice Fontanelle qui avait été l'intervenante qui a lu quelques lettres, mais il y a aussi des patients qui ont lu leurs propres lettres qui étaient dans le recueil. Donc déjà, cette force de pouvoir se positionner face aux autres et de lire son texte, c'était pas évident. Il y en a qui voulaient pas au début, puis après, voyant que les autres le faisaient, ils se sont engagés. On a tous eu une petite dédicace sur notre livret aussi à la fin,
Et c'était vraiment un temps d'échange très émouvant et très fort où on voyait toute la fierté des ados d'avoir participé à ce projet. Donc ça a été pour moi un exemple assez beau. Et en plus, ces textes, ils ont continué à vivre après au sein de l'AP puisqu'on a eu comment dire, une séance, un petit temps de cérémonie de remise de trophées patients qui sont des récompenses qui ont été données à des services qui proposaient au sein de la PHP des projets visant à améliorer la qualité de vie à l'hôpital. Et l'introduction de ce projet-là a été fait avec Karine Viard, qui a lu quelques lettres du recueil des lettres des patients et des professionnels. Donc voilà, une belle façon de faire vivre le projet. Oui, et puis dans ce que tu disais tout à l'heure, que les patients à l'hôpital étaient essentiellement ramenés à leur rôle de patient et que les ateliers d'écriture pouvaient les rendre plus acteurs et actifs. C'est vrai que j'étais là aussi à cette petit événement où on a remis les recueils et on a pu faire les lectures. Le fait qu'ils aient pu dédicacer l'ouvrage, je trouvais ça aussi hyper important pour eux, puisque ça les replaçait dans une position qui était différente de celle qui peut être la leur dans le cadre du soin. Complètement. Et pour conclure, avant de passer à vos questions, les perspectives qu'on pourrait évoquer, à la fois pour développer donc la pratique au-delà des projets. Là, tu nous parlais de comment faire vivre la trace de ce qui a été fait et que cette parole soit donnée à entendre ou à lire le plus longtemps possible. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des perspectives à évoquer pour développer la pratique et peut-être faire plus, mieux, un peu différent Écoute, faire plus, oui, parce que la PHP est un grand CHU et c'est vrai qu'il y a plein de services où le labo des histoires n'intervient pas encore, donc on serait ravis de pouvoir étendre évidemment nos actions et je sais que c'est un peu partagé de votre part, mais de pouvoir multiplier les actions et de les étendre en fait sur des services qui ont toutes, ce que je disais, des spécificités différentes, donc avec une adaptation à avoir évidemment, mais nous continuer à parcourir ces actions. Et tout à l'heure, ça permet de reboucler aussi avec ton introduction. Tu parlais d'actions qui ont été faites en hospitalisation à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, dans d'autres régions. Dans d'autres régions. Mais ça, typiquement, nous, à la PHP, on a un grand hôpital qui est l'hospitalisation à domicile aussi, avec lequel on a démarré des projets, on a initié des projets récemment culturels. Et c'est vrai que les ateliers d'écriture en HAD avec le labo, pourquoi pas envisager un programme aussi au sein de l'hôpital avec la PHP parce que je pense que ça pourrait être très intéressant et je sais que c'est une demande aussi de leur part de continuer à développer ces programmes-là. Oui, donc les besoins et les envies sont là et après il faut trouver les moyens en face, quoi. Exactement. Merci beaucoup Juliette. Je vais passer à la lecture des questions qui m'ont donc été envoyées par ailleurs. Petite précision d'abord pour répondre à une des questions. Là, en effet, on a parlé essentiellement d'hôpitaux parisiens ou franciliens, puisque c'est le poste de Juliette qui l'y invite. Mais oui, le Dabo des histoires intervient ailleurs. Je suis passée dessus rapidement là, en début de présentation parce que c'était pas le cœur de notre échange aujourd'hui. Mais pour revenir sur le Labo des histoires, on est présent sur environ 2/3 des régions dans l'Hexagone, plus à La Réunion et en Martinique. Et sur l'ensemble de nos implantations, je dirais qu'il y a au moins 6 à 7 antennes qui travaillent régulièrement avec des hôpitaux ou des lieux de soins. Voilà, donc je ne sais pas si la personne qui a posé cette question a eu la réponse suffisante, sinon qu'elle n'hésite pas à compléter. Et sinon, je vais donc poser les différentes questions telles qu'elles m'ont été remontées, donc je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou non. Et là, je pense que c'est une question qui s'adresse à toi, Juliette. Vous évoquez les ateliers pour les soignants et personnels annexes, donc pas simplement les soignés, les aidants. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé peut-être dans tout ce qui était fait à l'AP. Et la personne indique que ça lui fait penser aux ateliers de médecine narrative. Et te demande
différences qu'il y aurait entre les deux? Alors, c'est pas, oui, effectivement, c'est pas tout à fait enfin, c'est pas du tout des ateliers de médecine narrative parce qu'on n'est pas dans un travail sur l'empathie et sur la pratique en tant que telle. On est vraiment sur les ateliers qui sont proposés avec le Labo des Histoires impliquent toujours les patients, qui sont on va dire, les premiers bénéficiaires, et quelques professionnels ou soignants qui vont suivre l'activité avec eux. Mais on n'est pas dans une démarche effectivement de médecine narrative. On est vraiment sur une action culturelle, de production artistique et qui vise à faire un cadre un peu de mieux-être. Et vous le faites pas par ailleurs, enfin je veux dire en dehors du partenariat labo? Alors nous, dans le service, non, mais je sais qu'il y a des actions de médecine narrative qui sont réalisées effectivement à la PHP et je pense que c'est plutôt, ça va plutôt être des initiatives en lien directement avec les chefs de service. Ok. Et il y a d'autres questions là qui remontent justement sur cette différence, tu l'as précisé et c'était pertinent parce que nous on le fait aussi régulièrement, la différence entre ce qu'on fait nous, atelier d'écriture créative, et ce qui serait de l'art-thérapie. Donc qu'est-ce que toi tu fais comme différence et comment le cadre est posé, peut-être si on peut peut-être répondre en 2 temps à cette question, que toi tu nous dises comment ça différencier au sein de la PHP et comment le cadre est posé avant que nous on arrive. Et comme la question ou une autre demande aussi s'il y a des bonnes pratiques, je pourrais peut-être répondre sur cette partie-là. Alors la question de la différence entre l'art-thérapie, enfin l'aspect thérapeutique et ce que nous proposons nous. L'art-thérapie, c'est une discipline qui est directement rattachée au parcours de soins et au parcours de soins. C'est-à-dire que on va intégrer dans le protocole de soins et dans le suivi médical du patient une part d'atelier avec un protocole désigné et très suivi d'activités artistiques qui vont permettre ensuite aux soignants, aux médecins, de peut-être balayer certains sujets ou certains éléments avec les patients. Nous, on n'a pas du tout ce rapport-là parce qu'on n'a aucun protocole médical associé à nos actions. On n'est pas, en fait, on s'inscrit au sein d'un service, dans la vie du service, mais on n'est pas en tant que tel un soin thérapeutique. On va venir contribuer à la politique de santé, mais on n'est pas, voilà, on va pas débriefer ensuite avec le médecin sur l'état du patient, sur sa condition. On n'est pas du tout dans le dossier du patient. Enfin, nous, à notre niveau, et d'ailleurs même les intervenants, on balaye de façon très générale les pathologies ou parfois l'état de santé des patients, mais on n'entre jamais dans le détail des pathologies, on ne connaît pas leur dossier médical. Et on ne se place pas en tant que tel parce qu'on n'a pas, voilà, on n'est pas attaché à ces domaines-là. L'art thérapeute, il va venir investir un service directement et être en lien avec les équipes médicales dans les réunions de staff, dans la production de leurs ateliers, qui vont être en lien aussi avec voilà, l'état du patient et ils vont connaître le dossier médical du patient. Oui, et pour compléter en termes de bonnes pratiques, plus concrètement au sein des ateliers, il y a quand même cette précaution, donc sans rentrer dans le détail de la pathologie de chacun, c'est ce qu'on disait en début de présentation, de peut-être des thématiques à ne pas aborder, mais sans ensuite, par exemple, on intervient dans un service de nutrition où il y a beaucoup de patientes, en l'occurrence, ce sont beaucoup de jeunes filles qui sont anorexiques, et donc certaines thématiques qu'on nous demande de ne pas aborder, mais c'est la seule restriction. Et après, on part vraiment du côté de la création et dans la manière dont les textes sont partagés. Les intervenantes du Labo des Histoires réagissent véritablement sur le texte en tant qu'objet artistique et pas en interrogeant peut-être ce que ça signifie du mal-être de la personne. On pourrait parler longtemps, je pense, des différences art-thérapie et ce qu'on fait nous et puis la manière de l'adapter, mais en tout cas, en petit exemple concret, dans la manière dont ça se passe, je pouvais le citer. Je regarde les autres questions. Il y en a une à laquelle je vais répondre rapidement.
est-ce qu'on fait aussi des ateliers, et pourquoi ne pas faire des ateliers pour les adultes? En 2 mots, c'est parce que la vocation du Labo des Histoires, ce sont les ateliers pour les moins de 25 ans. Il se trouve que parfois, on a des ateliers qui mélangent des adultes et des adolescents, mais voilà, c'est un peu notre raison d'être, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atelier créatif pour les adultes, je suppose, Juliette, à la PHP, mais c'est juste pas nous, quoi. Oui, il y a des ateliers effectivement aussi pour les adultes, notamment. Il y en a. Voilà, mais c'était juste pas en effet l'objet de nos échanges ici, mais c'est parce qu'on fait un zoom sur nos activités. Voilà, Oui. pour répondre rapidement. Et après, il y avait 2 questions qui étaient plutôt sur le concret des ateliers. Est-ce que, parce qu'on a évoqué l'adaptabilité nécessaire chez les intervenants, intervenantes, est-ce qu'on peut donner des réponses à la question qu'est-ce qu'on fait si un participant participante ne se sent pas bien, pleure, est-ce qu'on peut reprendre l'atelier plus tard? Alors ça, je peux répondre moi, reprendre l'atelier plus tard, c'est un peu compliqué parce qu'il est vraiment inscrit dans le temps de l'hôpital. Après, je ne sais pas si toi, tu peux répondre aussi sur la partie que faire face à des personnes qu'on sent très fragiles. Alors, déjà, nous, ça fait partie de notre rôle, justement, tu me posais la question de la préparation et comment nous, on s'intègre dans la production des ateliers. Parmi nous, les conditions qu'on pose aussi pour présenter les projets au service, c'est de dire que l'intervenant n'est jamais seul avec les patients. Il y a toujours un professionnel, un soignant, quelqu'un de l'équipe qui connaît les patients, qui doit être présent dans les ateliers. Donc déjà, nous, l'intervenant, on ne veut jamais le laisser seul, pour la bonne et simple raison, justement, s'il y a des réactions comme celle-ci qui peuvent être vives ou déstabilisantes pour soi ou pour les autres, d'avoir quelqu'un sur lequel s'appuyer pour pouvoir réagir et que ce ne soit pas l'intervenant de tout prendre sur lui. Ensuite, face aux réactions, moi, ce que je peux aussi conseiller, c'est qu'il y a... À la PHP, on a des formations aussi sur la sensibilisation et sur la façon comment intervenir, notamment pour les bénévoles, mais qui peuvent être ouvertes aussi parfois à d'autres partenaires, sur comment intervenir à l'hôpital et comment réagir justement face à des patients. Donc ça peut être aussi des solutions, d'essayer de trouver des formations comme celle-ci. Et je pense le meilleur moyen aussi, c'est aussi de bien échanger en amont avec les équipes de soins, de poser ces questions-là pour justement être rassuré, sensibilisé. Et le fait que vous posiez les questions, ça permet aux équipes de soins de prendre un peu plus d'attention justement si justement il y a des comportements qui peuvent être un peu déroutants, de prendre le relais. Très bien. Il va falloir que nous concluions. Donc, je vais te poser une dernière question. Donc, malheureusement, il y a quelques questions qu'on n'aura pas abordées. Je précise qu'il y avait des questions qui étaient assez liées à l'univers psychiatrique, qui sera l'objet de notre session dans deux semaines. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de ne pas répondre à cette question. Mais je te pose une dernière question dont la réponse peut être assez rapide et qui est aussi sur le concret des ateliers. Est-ce que les soignants ou les encadrants écrivent aussi au même titre que... Oui, tout à fait. Ils participent. Le projet dont je parlais tout à l'heure à Avicenne, il y a des lettres qui ont été publiées et écrites par les soignants. Et c'est même, je dirais, encouragé que les soignants participent au même titre que les patients parce que ça met tout le monde sur un même pied d'égalité et ça crée une relation complètement nouvelle entre patients et soignants. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec les ateliers d'écriture. Très bien, merci beaucoup Juliette, merci à vous toutes et tous pour votre écoute et vos questions. Et je conclus donc en vous rappelant ce que je viens de dire, à savoir que le prochain rendez-vous c'est dans 2 semaines et on s'intéressera spécifiquement aux ateliers d'écriture en milieu psychiatrique, donc essentiellement ados aussi pour répondre à la personne qui s'intéressait aussi aux adultes. Ce sera donc mercredi 15 à la même heure et la personne qui sera invitée est psychologue au centre de jour pour adolescents dont on a déjà un petit peu parlé à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Vous allez recevoir le lien pour ce prochain rendez-vous si vous êtes intéressé et vous allez aussi recevoir un petit questionnaire pour que vous puissiez nous donner votre avis sur l'échange et la présentation d'aujourd'hui. Voilà, merci à toi Juliette. Merci beaucoup.